Bonjour, aujourd'hui, au hasard de ma bibliothèque, un livre de Julien Gracq, Le rivage des Sirtes, publié originalement en 1951 par José Corti et pour cette édition en 1988. En général, j'ouvre le livre un peu au hasard une fois et ça ne me convient pas, et j'ouvre une deuxième fois au hasard sur les pages, et là c'est bon, et là c'est le cas encore une fois. Voilà. Donc ce sont les pages 106 et 107 du Rivage des Sirtes de Julien Gracq. Avec Vanessa, il y avait eu un tiers entre nous, comme le regard qu'aimante malgré lui, par l'échappée d'une fenêtre, un lointain de mer ou de pic neigeux. Deux yeux grands ouverts apparus sur le mur, désancraient la pièce, renversaient sa perspective, en prenaient charge comme un capitaine à son bord. Je connaissais cette œuvre célèbre, un des portraits où Longone passait pour avoir mis cette touche de jubilation dans l'angoisse profonde à quoi se reconnaît sa manière suprême et que matérialise souvent dans les œuvres de la fin de sa vie, le très léger strabisme du regard et la nuance d'imperceptibles égarements dans le sourire qui font voir à certains son chef-d'œuvre dans le portrait, peint à 80 ans, du potentat Orseolo. Je m'étais souvent arrêté malgré moi, comme saisi par un charme, devant l'ancienne copie qu'en possédait à Orsena la galerie du Conseil, et devant laquelle un rite séculaire exige qu'on se couvre en signe d'exécration. Pour la mémoire d'un traître dont Orsena porta longtemps le souvenir gravé dans sa chair. C'était le portrait de Pierre Aldobrandi, transfuge d'Orsena, qui soutient contre les forces le siège des forteresses phariennes de Rague, dont le tableau précisément évoquait l'assaut le plus furieux. Mais cette fois, j'avais devant les yeux le tableau lui-même, aussi neuf, aussi scandaleusement dégainé que le vernis des muscles sous une peau qu'on arrache. L'œuvre ressemblait à la copie comme à un nu agréable ressemble à un écorché vif. Les dernières pentes boisées du temps gris, descendant jusqu'à la mer en ligne molle, formaient l'arrière-plan du tableau. La perspective cavalière et naïve, très plongeante, tronquait le sommet de la montagne, dont les lignes convergentes des croupes basses suggéraient cependant l'imminence et l'énormité vivante de la masse. Comme si l'agrippement écrasant d'une patte géante se fût appesanti en plongeant du bord du cadre jusqu'à la mer. Au bord de l'eau, l'ensoleillement d'un après-midi étincelant faisait reluire dans la chaleur l'amphithéâtre des maisons et les remparts de la ville. Comme un mirage levé sur la mer, Rague apparaissait surprise dans la torpeur amoureuse de la sieste, avant les allées et venues bâillantes de ses terrasses, la douce activité de somnambule des minuscules personnages qui cheminaient çà et là dans les rues. Une riche fourrure de flammes, aux volutes architecturales, faisait un liseré à la ville assiégée. L'impression troublante que communiquait ce tableau du massacre tenait au caractère extraordinairement naturel et même reposant que la cruauté sereine de Longone avait su donner à sa peinture. Rague brûlait, comme une fleur s'ouvre sans déchirement et sans drame. Plutôt qu'un incendie, on eût dit le déferlement paisible, la voracité tranquille d'une végétation plus goulue, un buisson ardent, cernant et couronnant la ville. La volute rebordée d'une rose autour du grouillement d'insectes de son cœur clos. La flotte d'Orsena était rangée en demi-cercle au large de la ville. Mais si un mur de fumée calme s'élevait à lourd panache de la mer, bien plus qu'au fracas déchirant de l'artillerie, on songeait malgré soi à quelques cataclysmes pittoresques, à quelques cataclysmes pittoresques et visitables, au temps gris venant de nouveau faire grésiller ses larves dans la mer. Tout ce que la seule distance prise peut communiquer de cyniquement naturel au spectacle de la guerre refluait alors pour venir exalter le sourire inoubliable du visage qui jaillissait comme un point tendu de la toile et semblait venir crever le premier plan du tableau. Pierre Aldobrandi, sans casque, portait la cuirasse noire, le bâton et l'écharpe rouge de commandement qui le liait pour jamais à cette scène de carnage. Mais la silhouette, tournant le dos à cette scène, la diluait d'un geste dans le paysage, et le visage tendu par une vision secrète était l'emblème d'un surnaturel détachement. Les yeux mi-clos, à l'étrange regard intérieur, flottaient dans une extase lourde. Un vent, de plus loin que la mer, agitait ses boucles,
rajeunissait tout le visage d'une chasteté sauvage. Le bras d'acier, verni au reflet sombre, élevait d'un geste abordé la main à la hauteur du, je vais finir la phrase sur l'autre page, à la hauteur du visage, entre les pointes des doigts, de son gantelet de guerre à la dure carapace chitineuse, aux cruelles et élégantes articulations d'insectes, dans un geste d'une grâce perverse et à demi amoureuse, comme pour en aspirer de ses narines battantes, la goutte de parfum suprême, les oreilles closes au tonnerre des canons. Il écrasait, une fleur sanglante et lourde, la mer rouge emblématique d'Orsena. La chambre s'envolait, mes yeux se rivaient à ce visage, jailli du collet tranchant de la cuirasse, dans une phosphorescence d'hydres neuves et de têtes coupées, pareille à l'ostension aveuglante d'un soleil noir. Sa lumière se levait sur un au-delà sans nom de vie lointaine, faisait en moi comme une aube sombre et promise. C'est Piero Aldobrandi, prononça comme pour elle-même Vanessa d'une voix haute. Tu ne savais pas qu'il était à Maremma? Elle ajouta d'une voix changée. Tu l'aimes, n'est-ce pas? C'est une chose merveilleuse. Ici, on se sent vivre sous un regard. Et c'était la page 108 en plus des deux autres pages précédentes du Rivage des Syrtes de Julien Gracq,